Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va finir le chapitre sur les séries entières. Donc on va tout de suite commencer avec plusieurs méthodes qui permettent de déterminer des développements en série entière. Donc là, notre but dans tout ce qu'on va faire dans cette séance, c'est qu'on va fixer une fonction qui sera donnée par l'énoncé. Et notre but, ça va être de l'écrire sous la forme d'une série entière, c'est-à-dire que on va devoir l'écrire comme la somme des ANXN pour n allant de 0 à plus l'infini. Et ça, cette relation-là, évidemment, il faudra le faire pour tout x appartenant à un certain intervalle de convergence. Le R étant le rayon de convergence, il faudra évidemment le préciser. Donc, on est parti tout de suite. On va voir qu'il y a plusieurs techniques. La première technique, c'est la technique par substitution. C'est-à-dire qu'on va partir d'un développement en série entière qu'on connaît très bien, d'après le cours. Il y en a 11, il y a 11 développements en série entière à connaître. Il va falloir les réutiliser et il y aura diverses méthodes. Donc la première, ça sera substitution. On va remplacer le x par quelque chose. La deuxième, on va faire des multiplications par x pour trouver d'autres développements en série entière. On peut sommer des développements en série entière, ça on va le voir. Enfin, on l'a même déjà vu. On peut aussi dériver des développements en série entière, ce qui nous en donne d'autres. On peut les primitiver. Donc j'écris un développement en série entière du cours, je le primitive, j'en obtiens un autre. Et puis on peut faire le produit qui s'appelle produit de Cauchy. Okay. Et enfin, quelque chose de très classique, c'est déterminer des solutions d'un problème de Cauchy qui sont sous la forme d'une série entière. Et on verra comment faire ça. Alors on va commencer par, on va dire le plus simple, la substitution. Donc on doit justifier que cette fonction-là est bien développable en série entière et il faut donner son développement. Il faut vraiment écrire somme des ANXN, mais le AN, il va falloir le préciser. Alors, d'abord, on écrit ce qu'on sait. On sait que, là, le truc, c'est que vous voyez qu'il y a une exponentielle de quelque chose, okay, exponentielle de x carré. Vous connaissez un développement en série entière de l'exponentielle. Alors, vous l'écrivez, mais ce n'est pas tout à fait celui-là dont on a besoin. Il y a x carré, donc on écrit d'abord ce qu'on sait. On sait que pour tout t appartenant à R, exponentielle de t, je vous rappelle que c'est la somme des t puissance n sur n factoriel, ça c'est à savoir par cœur. On rappelle ce développement en série entière et en fait le but c'est simplement de remplacer le t par x carré. Vous voyez, tout simplement. Voilà. Mais il faut faire attention, est-ce qu'on a bien le droit de le faire? Alors on va justifier ça proprement. À partir de là, on va fixer x, soit x appartenant à R. Posons t égale x carré. J'ai bien le droit de le faire. Petit t, c'est un nombre réel. Et vu que c'est un nombre réel, eh bien, j'ai bien le droit d'appliquer le développement en série entière de la ligne suivante avec ce nouveau t. Et c'est exactement ce que je vais faire. Alors, pour ce t-là, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'obtiens simplement que e de x, qu'est-ce que c'est? E de x au carré. Alors, plutôt... exponentielle de t, eh bien, c'est la somme des n égale 0 à plus l'infini, des tn sur n factoriel, et donc ça fait x puissance 2n sur... voilà, x puissance 2n sur n factoriel. Et donc, voilà, j'ai mon développement en série entière, en fait. Hein. Donc, le voici. Je me rends compte que c'était moins x carré, donc c'est plutôt... Il y a un moins ici que j'ai oublié, mais ça pose pas de problème du tout. Donc là, le t, donc j'écris, c'est moins x carré le tout puissance n sur n factoriel. Et donc, je simplifie un petit peu, et je vais avoir moins 1 puissance n, x puissance 2n sur n factoriel. Donc on peut conclure que on a trouvé le développement en série entière de la première fonction ainsi. On rédige bien. La fonction qui a x associe exponentielle de moins x carré est... moi je vais mettre DSE, mais sur votre copie vous mettez bien développable en série entière. Et en plus on connaît son développement en série entière, c'est le suivant.
c'est la somme pour n égale à 0 à plus l'infini de moins 1 puissance n, x puissance 2n sur n factoriel. Voici son développement en série entière. Et maintenant, on va pouvoir passer à la fonction suivante. Alors, c'est ln de 1 plus 2x. Donc, on est parti. Je vais peut-être mettre un point aussi. On regarde un petit peu la fonction et on se rend compte que ça ressemble beaucoup à l'un des développements en série entière du cours. L'un des développements en série entière du cours, c'est pas avec, il n'y a pas de 2x, il y a un x ici, ok. Mais on va faire une substitution et on va retomber sur nos pas. Donc on écrit ce qu'on sait, le développement en série entière qui ressemble à celui qu'on nous demande. On sait que... Donc on l'écrit. On va l'écrire avec un petit t. Alors je vous rappelle que c'est pour tout t dans moins 1, 1. Donc ça, il faut le savoir par cœur, évidemment. ln de 1 plus t, ben, c'est la somme de moins 1 puissance n, t puissance n plus 1 sur n plus 1. Somme qui va de 0 à plus l'infini. Petite parenthèse ici. Imaginez, vous vous en rappelez plus. Parce que il me semble que ce que je vous avais dit la dernière fois, c'est qu'il y a des développements en série entière qui se retrouvent à partir d'autres. Alors imaginez, cette somme infinie, vous vous en rappelez plus, vous savez plus s'il y a un moins 1 puissance n. En fait, on peut le retrouver très facilement. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le ln de 1 plus t, vous voulez son développement en série entière, vous le dérivez. Ça fait quoi la dérivée? Ça fait 1 sur 1 plus t, que l'on peut écrire comme 1 sur 1 moins t. Avec ça, on peut faire une série géométrique. Bah, c'est quoi? C'est la somme de moins t puissance n sur la somme de moins t puissance n, tout simplement. On peut le simplifier. Ça fait moins 1 puissance n, t puissance n. Et j'ai une égalité entre deux membres. Premier membre, deuxième membre. Cette égalité, je vais la primitiver. Je vais appliquer le théorème de primitivation. Alors d'un côté à gauche, qu'est-ce que ça va me donner? Bah, ça va me donner précisément ln de 1 plus t. Il reste le grand f de 0, ce que je vous avais dit dans le cours. Donc il y a ln de 1 plus 0. Vous avez de la chance au final, même si vous oubliez ce terme-là, en fait il est nul. Et puis le membre de droite, cette somme infinie, on va la primitiver et on a le droit en fait de primitiver sous la somme. Et on va obtenir exactement ce que j'avais barré en rouge. Donc dans tous les cas, si vous ne vous en rappelez pas de celui-là, vous pouvez le retrouver, c'est pas grave. Okay, c'est pas grave, simplement il faut l'avoir fait un petit peu avant, il faut savoir comment le retrouver. Donc on part de celui-là, et nous on se pose la question, ln de 1 plus 2x, quel est son développement en série entière? Alors on a envie de dire naïvement, on va remplacer t par 2x. C'est un petit peu ce qu'on a envie de faire. Donc on va fixer x, soit x appartenant... Le problème, c'est que je ne sais pas tout à fait à quoi prendre dans quel intervalle prendre le x. On va répondre à cette question tout de suite. Posons t égale 2x. Je vais faire comme si j'avais trouvé le bon intervalle. Mais de toute façon... je vais d'abord écrire le développement en série entière. Et en l'écrivant, je vais tout de suite me rendre compte à quel intervalle doit appartenir le x. Alors, si je pose t égale 2x, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir ln de 1 plus t égale 2x, alors exponentielle de moins x carré, donc ln de 1 plus 2x, qu'est-ce que ça va être? C'est ln de 1 plus t. ln de 1 plus t, je connais sa forme. Qu'est-ce que c'est? C'est moins 1 puissance n, et là le t, je réécris, ça fait pas de mal. Mais je vous rappelle que le t, qu'est-ce que c'était? C'était 2x. Donc ça fait moins 1 puissance n divisé par n plus 1, et je remplace le t par 2x, donc ça va faire 2 puissance n plus 1, x puissance n plus 1. Sauf que là, on a fait une substitution. La question, c'est est-ce que ici, là, le problème, il est ici? Vous voyez, enfin le problème. La vraie question, c'est est-ce que dans cette égalité, j'ai le droit de l'appliquer? Parce qu'il faut absolument que le t
appartiennent à moins 1, 1. Pour écrire l'égalité pour écrire cette égalité-là, il faut absolument que le t appartienne à moins 1, 1. C'est-à-dire qu'il faut absolument que le 2x appartienne à moins 1, 1. Alors, je vous laisse réfléchir. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez. Réfléchissez, écrivez sur votre feuille. À quel intervalle doit appartenir x? Eh bien, le x, il doit forcément appartenir à l'intervalle moins 1,5, 1,5. Si on met cette condition, ça permettra d'avoir que le t appartient bien à moins 1, 1 et les égalités seront valables. Et voici la condition, on va la mettre là, soit t appartenant à moins 1,5, 1,5. Voici la condition. Ainsi, la fonction... Alors peut-être qu'on peut préciser ici, car t appartient à moins 1, 1. Je mets un point d'exclamation juste pour dire, c'est important, c'est la partie cruciale ici. Si vous précisez pas à quel intervalle appartient le x au début et que vous faites votre développement en série entière, vous n'avez pas les points tout simplement. C'est la partie un petit peu on vous attend. La fonction qui a x associe ln de 1 plus 2x, eh bien on a démontré qu'elle était développable en série entière et on a fait mieux que ça, on a carrément trouvé son développement. C'était ce qu'on attendait de nous en fait, hein. Et pour tout x appartenant à moins 1,5, 1,5, ce qui veut dire que le rayon de convergence, en fait, c'est 1,5, ln de 1 plus 2x, son développement en série entière, eh bien, c'est celui qu'on a trouvé juste ici. Je vais faire un petit copier-coller. Voilà. Et ça conclut l'exercice. Ok. Alors, on passe à d'autres méthodes. Alors, on va voir celle qui est... Je pense que c'est la plus simple, c'est la multiplication par x. Alors, c'est assez évident que ça donne un autre développement en série entière, mais bon. Alors, là, il faut trouver un développement en série entière de cette fonction-là. Bon, là, on a du bol, hein, c'est carrément ln de 1 plus x. Et on connaît directement son développement en série entière à lui, donc bon, on peut aller un peu plus vite que tout à l'heure, et on va dire directement, on sait évidemment que le développement en série entière de ln de 1 plus x est valable sur l'intervalle moins 1, donc c'est pour ça qu'on fixe x dans moins 1. Et là, on peut directement écrire x carré ln de 1 plus x. Je vais faire un développement en série entière de ln de 1 plus x. Donc ça fait la somme pour n égale 0 à plus l'infini de moins 1 puissance n x puissance n plus 1 sur n plus 1. Je rentre le x carré à l'intérieur. Et ça va faire moins 1 puissance n, x puissance n plus 3, hein, sur n plus 1 sur n plus 1. Voilà. Et donc, bon, voilà. Ainsi, la fonction qui a x associe x carré ln de 1 plus x est bien développable en série entière au voisinage de 0. Et son développement en série entière, c'est celui-ci. Alors, oui, bon, on va l'écrire. Ainsi... la fonction qui a x associe x carré ln de 1 plus x est développable en série entière et je connais son développement. On vient de le trouver. C'est celui-là. Hop. Voilà. Et maintenant, on peut passer à l'autre. Donc là, c'était assez facile, hein. Il suffisait de rentrer le x carré, il suffisait de le rentrer dans la somme, hein. Donc ce x carré-là, hop, on le rentre dans la somme. Si vous regardez ça et que vous vous posez la question, est-ce réellement une série entière ? Bien sûr que oui. Il suffit, par exemple, si vraiment vous ne le voyez pas, cet indice-là, vous le faites baisser de 3 crans.
ça veut dire que lui il va se transformer en n, lui il va se transformer en n-3, et ça va se transformer en n-2, ok. Et l'indice n ici, vous l'augmentez de 3 crans, c'est-à-dire qu'on va commencer une somme avec 3. Et donc voilà, vous l'avez bien écrit comme une somme de an xn, et la suite à n, ces 3 premiers termes sont nuls, et à partir de 3, ça fait tout ce terme-là, avec les indices augmentés de 3. Voilà, il y en avait un autre, c'était x-3, x-2. Alors on va le faire tout de suite. Donc, on va écrire en noir. Je vais vouloir un développement en série entière. Alors, le problème, là, j'ai deux fonctions. J'ai la fonction qui est x, ceci 1 sur x-3, et l'autre, c'est 1 sur x-2. Ce qu'on va faire, on va faire deux développements en série entière de chacune des fonctions, et on va les soustraire, et donc on aura deux sommes infinies, et on pourra mettre le tout sous une même somme. La difficulté, c'est le domaine de validité. Il va falloir trouver un x qui appartienne à un intervalle qui va bien pour la première somme, et un x qui appartienne à un intervalle qui va bien pour la deuxième somme. Et donc, il faut trouver un intervalle où les deux développements en série entière sont simultanément vrais. Donc, on va d'abord s'occuper de 1 sur x-3. Je ne vais pas vous dire à quoi appartient le x, parce qu'on va le trouver après. Okay, alors, 1 sur x-3. Déjà, c'est un quotient. Les quotients, on essaie toujours de se ramener à des débuts de développement en série entière de la série géométrique. Donc le but ultime, c'est à chaque fois se ramener à 1 sur 1 moins x. Okay, là, on n'en est pas loin. Alors, on pourrait... là, en fait, à ce stade-là, vous avez deux choix possibles. Soit vous décidez de factoriser par x, ce qui fait 1 sur x multiplié par 1 sur 1 moins 3 sur x. Soit vous décidez de dire d'abord que ça, c'est égal à... soit vous inversez, c'est-à-dire que vous l'écrivez sous la forme de moins 1 sur 3 moins x, et ensuite vous factorisez par 3. Voilà, bon, j'écris pas très bien, mais de toute façon, je vais l'effacer dans très peu de temps. Alors, je vous laisse réfléchir, mettez sur pause, mais posez-vous la question, quel est le meilleur choix qu'il faut faire. Il y en a un qui n'est pas possible et qui ne va pas permettre de conclure, et il y en a un autre oui. Donc je vous laisse réfléchir à ça. Alors, la réponse, c'est évidemment cette façon. Cette façon, c'est la bonne façon, cette façon, c'est la mauvaise. Pour quelle raison ? Parce que si vous utilisez la première façon, regardez ce que ça va faire. Là, vous allez avoir... donc ça, c'est mon grand X, si vous voulez. Le 3 sur X, ça va être mon grand X. Et donc, ça va faire 3 sur X, le tout puissance n. Mais le problème, quel est le problème là ? Ça n'est pas une série entière. Tout simplement parce que si vraiment je l'écris, qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir 3 puissance n multiplié par x puissance moins n. Et là, problème. On veut que des puissances de x positifs. Okay, donc positif. Donc faites attention, y a des... Voilà, le premier n'est pas possible, on va faire le deuxième plutôt. On ne peut pas avoir des puissances de x négatives. Alors, on est parti. Donc là, on a dit qu'on inversait. En fait, c'est 3, on va factoriser par 3. Donc, j'inverse dans un premier temps. Ça fait 3 moins x. Je factorise par 3. Et donc là, ça va faire 1 moins x sur 3. Okay. À ce stade-là, j'ai fait des opérations sans me préoccuper de la valeur de x, mais pour l'instant, j'ai le droit de faire tout ce que j'ai fait pour toute valeur de x, à condition que x soit différent de 3, bien sûr. Donc là, ici, ça, c'est mon grand x. Okay, et je vais utiliser la formule, je le répète, mais elle est tellement importante, je vais utiliser cette formule-là. La somme, la série entière de la série géométrique. Donc je vais poser x égale x sur 3 et je vais m'en sortir comme ça. Mais, donc là, encore à vous de réfléchir. Posez-vous la question à quel intervalle doit appartenir petit x pour que ça soit vrai. Alors je vais écrire ce que je veux et on le justifiera après. Donc ça, il y a toujours le moins 1 tiers devant. Alors je vais écrire un petit peu mieux. Il y a le moins 1 tiers, et puis il y a la somme pour n égale 0 à plus l'infini de x sur 3, le tout puissance n. Mais je vous rappelle, quand on écrit une série géométrique, on veut absolument que ce qu'il y a à l'intérieur de la puissance soit plus petit que 1 en valeur absolue.
Et oui. C'est-à-dire que le x, il doit être plus petit que 3. C'est-à-dire qu'en fait, le x, être plus petit que 3 en valeur absolue, ça veut dire être compris entre moins 3 et 3, précisément. Donc la valeur de x qu'il va falloir obligatoirement prendre, c'est une valeur dans l'intervalle moins 3, 3. Si vous prenez une valeur en dehors, vous ne pouvez pas appliquer la formule de la série géométrique. Et donc là, maintenant, on peut l'écrire. Soit x appartenant à l'intervalle moins 3, 3. Et ici, on précise bien que x sur 3 est en valeur absolue plus petite que 1. Pour quelle raison ? Parce que x appartient à l'intervalle moins 3, 3. Voilà. On peut le simplifier un petit peu, ça fait moins 1 tiers, somme, donc 1 sur 3 puissance n, xn. Somme pour n égale 0 à plus l'infini. Alors si vous avez compris ça, vous allez tout de suite comprendre comment on trouve l'autre. Alors je réfléchis juste si j'ai pas écrit de... Ok. De même, je vous laisse, peut-être ça serait bien de mettre pause et essayer de vous entraîner. De même, on peut montrer que pour tout x appartenant à l'intervalle moins de 2, c'est 1 sur 2 moins x. Et bien ça, c'est... Alors, je sors le 1,5. Alors, oui, on va mettre... je vais mettre un moins ici, comme ça on sera tranquille. Alors, ça va faire la somme, donc en simplifiant, x puissance n sur 2 puissance n plus 1, oui. Voilà. Donc là, j'ai deux développements en série entière. Le premier, le deuxième, et ça, c'est donc celui où je mets une flèche, c'est valable pour tout x appartenant à moins 3, 3. Je vous laisse réfléchir encore une fois. Pour quel intervalle de convergence, quel est l'intervalle de convergence qui va permettre d'avoir les deux développements en série entière simultanés ? Eh bien, on va prendre le plus petit. Il y en a un qui est vrai sur l'intervalle moins 3, 3, il y en a un qui est vrai sur l'intervalle moins 2, 2. On va prendre l'intervalle le plus petit, et comme ça, on sera capable, sur cet intervalle plus petit, d'écrire les deux développements en série entière. Donc là, maintenant, on écrit, c'est le fameux min dans le cours, hein, le min de RARB, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Donc maintenant, je prends un x dans l'intervalle moins 2, 2. Grâce à ce x dans moins 2, 2, je vais être capable d'un côté d'écrire lui, parce qu'il est vrai dans moins 2, 2, et je vais être capable d'écrire lui aussi, parce que si x appartient à l'intervalle moins 2, 2, il appartient en particulier à l'intervalle moins 3, 3. Okay, parce que l'intervalle moins 2, 2 est inclus. Donc peut-être que ça, je peux le retirer, ça aussi, soit x appartenant à l'intervalle moins 2, 2, on a... Et là, on peut y aller. Donc, c'était quoi ? C'était 1 sur x moins 3. On va commencer par ça. Moins 1 sur x moins 2. Le premier, c'est la somme... alors, le premier, je fais rentrer le 1 tiers. Hein. Je vais faire rentrer la division par 3. Donc, ça fait x puissance n sur 3 puissance n plus 1. Somme pour n égale 0 à plus l'infini. Et l'autre, c'est xn sur 2 puissance n plus 1. Oui, c'est ça. Xn sur 2 puissance n plus 1. Tout simplement, on met tout sous une même somme. On vérifie bien, on a le droit de le faire parce que les deux séries convergent. Les indices commencent au même endroit, et en plus, on a la même puissance de x, donc en plus, on a le luxe de pouvoir factoriser à l'intérieur par x puissance n, c'est génial. Donc on l'écrit vraiment sous la forme d'une série entière. Donc somme infinie de 1 sur 2 puissance n plus 1 moins 1 sur 3 puissance n plus 1 xn. Voilà. Et on conclut proprement ainsi. La fonction
qui à x associe, alors 1 sur x moins 3 moins 1 sur x moins 2. Elle est bien développable en série entière. Et pour tout x appartenant à l'intervalle moins de 2, intervalle sur lequel l'égalité est vraie, eh bien on a que ça, je vais le mettre un peu en plus petit, on va le mettre... on va faire que ça. Et lui, on va le prendre et on va le copier aussi. Hop. Voilà. Petit moins là qui me dérange. Voilà. Donc on a bien trouvé le développement en série entière. Voilà. Alors maintenant on va passer à la dérivation. C'est quelque chose qu'on a fait plusieurs fois. On a le droit de dériver une série entière. Enfin, on a le droit de dériver la somme d'une série entière. Le rayon de convergence sera encore le même, et en fait, on peut le faire une infinité de fois, puisque toute série entière est de classe C infini sur son intervalle de convergence. Alors, c'est cette fonction-là. Ce qu'il faut se dire, c'est que ça se rapproche beaucoup de la série géométrique, encore elle. Alors, si j'avais pas le 3, bon, bah... on se prendrait pas la tête, on écrirait directement xn, n allant de 0 à plus l'infini. Voilà. Maintenant, si on avait 2, on se dirait, ah, ça ressemble... Enfin, on aurait deux choix possibles. Soit on se dirait, bah, ça, c'est 1 sur 1 moins x fois 1 sur 1 moins x, et là, on ferait un produit de Cauchy, mais c'est un petit peu force... Enfin, c'est un petit peu compliqué pour pas grand-chose. Ça marcherait, hein, le produit de Cauchy. Simplement, on est capable de faire beaucoup plus rapide en se disant qu'en fait, cette fonction-là, ça ressemble presque à la dérivée de 1 sur 1 moins x. Okay, parce que 1 sur 1 moins x, si on le dérivait... Alors, je mets un prime, hein, je devrais plutôt mettre... pour être parfaitement rigoureux... Voilà, je devrais plutôt mettre ça. Si on dérivait ça... Et bah, qu'est-ce qu'on obtiendrait ? Bah, on obtiendrait exactement 1 sur 1 moins x carré, en fait. Hein. Et donc, il suffirait de dériver le développement en série entière de la série géométrique pour obtenir ce qui va bien. Et en fait, à la puissance 3, c'est un peu la même chose, il faut dériver encore une fois. Alors, on va partir du développement en série entière qu'on connaît. Je vais tout de suite fixer un x dans l'intervalle moins 1, 1, intervalle sur lequel... la série géométrique est développable en série entière, et je vais pouvoir dériver autant de fois que je veux. Le x, il appartiendra toujours au bon intervalle, parce qu'une série entière est de classe C infinie sur son intervalle de convergence. Donc on sait qu'on a 1 sur 1 moins x qui est égal à la somme des xn pour n allant de 0 à plus l'infini. D'après le théorème de dérivation terme à terme, c'est important de citer le résultat du cours de dérivation terme à terme, virgule, on a... Donc qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on va regarder cette relation et on va la dériver, tout simplement. On va dériver à gauche, on va dériver à droite, et ça va nous donner, en fait, un autre développement en série entière d'une autre fonction. Donc à gauche, en fait, on l'a dit tout à l'heure, à gauche, on obtient... Plus besoin de préciser le x a été fixé au début. Hein. 1 sur 1 moins x le tout au carré. J'ai dérivé le membre de gauche. Maintenant, on va dériver le membre de droite, celui-ci. Le cours nous dit qu'on a le droit de dériver à l'intérieur de la somme. Et donc, ça va me faire n xn-1. Voilà. Et je le réapplique, ce théorème de dérivation terme à terme. Donc là, je peux dire puis appliquer une nouvelle fois. Puis appliquer une nouvelle fois. Je vais encore dériver. Donc la dérivée du membre en vert, on dérive ça. Simplifions peut-être tout de suite. Les moins se simplifient. Il y aura un 2 et les 1 moins x se simplifient. Donc on va obtenir 2 sur 1 moins x puissance 3.
Donc ça, c'est la dérivée du membre en vert et la dérivée du membre en rouge. Alors là, je vais avoir une somme qui va commencer à 2. Et ben là, c'est très simple, hein, nn-1. nn-1 x n-2. Et donc voilà, on a bien trouvé. Il suffit de faire une petite division par 2 et c'est réglé. Ainsi, la fonction qui a x associe 1 sur 1 moins x, elle est bien développable en série entière et on connaît la valeur de son développement qui est valable sur l'intervalle moins 1, 1, 1 sur 1 moins x puissance 3. Donc je divise par 2 cette égalité que je viens d'entourer, je la divise par 2, et je fais rentrer le 2 à l'intérieur de la somme, donc ça va me faire somme pour n égale à 2 à plus l'infini de nn-1 sur 2. Si vous aviez fait... on aurait pu faire un produit de Cauchy 2 fois, mais ça aurait été beaucoup plus compliqué, pour pas grand-chose. Hein. Donc voilà. Quand vous voyez que des choses ressemblent aux séries géométriques, c'est peut-être parce que c'est des primitives ou des dérivées de séries géométriques, tout simplement. Donc là, on était exactement dans ce cas-là. Donc voilà, maintenant on va passer au théorème de primitivation. Alors maintenant, on veut montrer que la fonction arcsine est développable en série entière. Alors, ça peut paraître compliqué, le cours ne nous permet pas de conclure, on n'a pas de développement en série entière de la fonction arcsine, donc il faut réfléchir, qu'est-ce qu'on a à notre portée? On peut faire des sommes, on peut faire des produits, bon bah là la fonction arcsine ne s'écrit pas comme une somme ou un produit de série entière, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bah on peut dériver, on peut primitiver, donc il va falloir choisir primitiver, et on peut peut-être faire des multiplications par x. Bon, a priori, la seule chose, on va dire, raisonnable, ça serait de faire l'un des deux, dériver ou primitiver. Alors, primitiver arcsine, c'est compliqué, alors que dériver arcsine, c'est facile. Alors, c'est ce qu'on va faire. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dériver arcsine, on va se rendre compte que ça ressemble à quelque chose qu'on connaît, et ensuite, on utilisera le théorème de primitivation. De toute façon, c'est écrit ici, on s'en doutait, c'est le théorème de primitivation qui va être utile. Alors, on va prendre un x. Alors, vous allez me dire dans quoi? Enfin, je vous laisse réfléchir un petit peu. Regardez ce qu'on va faire. Je ne sais pas travailler avec la fonction arcsine. Je connais pas grand-chose dessus. Mais, enfin, je connais pas grand-chose. Je connais quand même la dérivée. La dérivée, c'est 1 sur racine de 1 moins x carré. Alors, on va faire une belle racine. Tac. Et ça ressemble beaucoup à un résultat du cours, parce que ça, c'est bien 1 sur 1 plus moins x carré puissance alpha. Ok, enfin puissance moins 1,5. Voilà, je vous laisse le temps un petit peu de réfléchir pour voir pourquoi ça c'est vrai. Et vous savez, d'après le cours, que 1 plus x puissance alpha, donc ça c'est valable pour tout x appartenant à moins 1, 1, bah vous savez que 1 sur x puissance alpha, qu'est-ce que c'est? C'est 1 plus... Alors, non, je ne vais pas l'écrire comme ça, on va plutôt l'écrire ici, en vert. D'après le cours, eh bien, pour tout, je vais l'écrire avec un t, pour tout t appartenant à moins 1, 1, et c'est valable aussi en fait pour tout réel alpha, hein, pour tout alpha appartenant à R, et bien 1 plus t puissance alpha, c'est 1 plus la somme pour n égale 1 à plus l'infini, de alpha, alpha moins 1, alpha moins n plus 1, sur n factoriel, x puissance n. Voilà. Ça, c'est un rappel du cours. Et c'est précisément ce qu'on va appliquer. À votre avis, qu'est-ce qu'on va faire? Ce t-là, ça va être
mon moins x carré. Alors peut-être que je vais faire des petites couleurs, ça peut être pas mal. Ce t là, je vais vouloir poser t égale moins x carré. D'ailleurs, je me rends compte que là, c'est un t. Voilà. Et ce moins 1 demi, ça va être mon alpha. Ok ? Donc, regardez ce qu'il y a en vert. Ce qui est en vert, c'est un résultat du cours qu'il faut connaître. Je vais l'appliquer avec des nombres particuliers. Le alpha, je vais prendre moins 1 demi, et je vais aussi remplacer le t par moins x carré. Et ça va me permettre d'obtenir un nouveau développement en série entière. Il faut faire très attention. Est-ce que j'ai bien le droit de remplacer les termes en violet, là ? Est-ce que j'ai le droit de poser t égale moins x carré ? Oui. Oui, parce que si je prends x dans l'intervalle moins 1, 1, alors moins x carré appartient encore à l'intervalle moins 1, 1. Donc là, on va l'écrire. Puisque x appartient à l'intervalle moins 1, 1, alors moins x carré appartient à l'intervalle moins 1, 1. On peut donc appliquer le résultat du cours en posant petit t égale moins x carré. Ok. On a donc pour tout x, je le rappelle, dans moins 1, 1, qu'est-ce qu'on va obtenir ? Eh bien, la dérivée d'arcsine, on l'a dit, c'est 1 sur... comment je vais l'écrire ? Je vais plutôt l'écrire 1 plus moins x au carré puissance moins 1,5. Et donc, je vais écrire le résultat en vert, je vais l'écrire avec, exactement avec le alpha et le moins x carré. Donc, ça va donner somme pour n égale à 1 à plus l'infini de moins 1,5 fois moins 1,5 moins 1 fois etc. jusqu'à moins 1,5 moins n plus 1. Je me rends compte que je suis à court de place là, donc je vais le réécrire ici. Donc 1 plus somme pour n égale 1 à plus l'infini de moins 1,5 multiplié par moins 1,5 moins 1, etc. jusqu'à moins 1,5 moins n plus 1, le tout fois xn, divisé par n factoriel. Voilà, divisé par n factoriel. Alors, bon, c'est vrai qu'on pourrait... alors non, c'est pas x puissance n, c'est moins x au carré, excusez-moi, c'est moins x au carré puissance n. Ça va être un petit peu... Voilà, c'est quand même différent, parce que là, j'ai un moins 1 puissance n qui va sortir. Donc ça fait 1 plus, je recopie ma somme, sauf que je vais la simplifier un petit peu. Là, je vais avoir un moins 1 puissance n, et je vais avoir x puissance 2n. Alors, je vais vous laisser faire en exercice quelque chose. Vous allez montrer que... Alors, je vais l'écrire en bleu. De plus, on a, pour tout entier n supérieur ou égal à 1, eh bien, on a que moins 1,5, parce que ça, c'est quand même... C'est pas top, hein, écrit comme ça, on aimerait bien le manipuler. En fait, on peut le simplifier. Alors, ça divisé par n factoriel fois moins 1 puissance n. Alors, il faut que je réfléchisse un petit peu. Ça se simplifie en 2n. Ça, c'est égal à 2n factoriel sur 2 puissance 2n multiplié par n factoriel au carré.
Voilà. Et ça, je vous laisse le faire. Donc ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus simple. Ainsi, pour tout x appartenant à l'intervalle moins 1, 1, on a démontré que la dérivée de la fonction arcsinus... oui, alors d'ailleurs, au passage, si vous regardez, le terme que j'ai écrit ici, lorsque n vaut 0, qu'est-ce qu'il vaut? Eh bien, il vaut 1. Ça fait 1 si n égale 0, d'accord? Ce qui permet de mettre ce 1 à l'intérieur de la somme et de commencer à un indice 0. Très pratique, puisque là, je vais avoir une forme beaucoup plus simple. 2n factoriel, simple et concise, pratique à manipuler. 2 puissance 2n fois n factoriel au carré, x puissance 2n. Ouf. Donc là, on a obtenu le développement en série entière de la dérivée de la fonction arcsinus. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Une petite primitive de chaque côté, sans oublier la valeur 1, 0, et en citant bien sûr le théorème. D'après le théorème de primitivation, on va obtenir pour tout x appartenant à moins 1, 1. Donc je vous rappelle, on primitive de chaque côté et on n'oublie pas la valeur en 0, c'est-à-dire arcsinus de 0. Donc on va obtenir arcsin de x. Ça fait arcsin de 0, la fameuse valeur en 0, qui vaut 0 en fait, plus la somme en bleu, où je vais venir primitiver à l'intérieur de la somme. Donc là, c'est quelque chose d'assez facile. Le coefficient, je primitive par rapport à la variable, évidemment, x, c'est-à-dire que les n, le coefficient avec des n, je n'y touche absolument pas. Donc, je primitive x puissance 2n, ça va faire x puissance 2n plus 1, divisé par 2n plus 1, et voilà, c'est fait. On a bien obtenu le développement en série entière de la fonction arcsinus. Voilà qui est fait. Alors, voilà, le cadre est plus joli comme ça, je crois. Il y a ce n plus 1 là qui me dérange. Voilà, 2n plus 1, hop. Et donc, c'est réglé pour la fonction arcsinus. Alors maintenant, on va faire un petit produit de Cauchy, on n'en a pas encore fait. Donc, il faut faire apparaître un produit. Il faut faire apparaître un produit entre deux fonctions, et évidemment, il faut que les deux fonctions soient bien développables en série entière. Donc là, voilà, je vous laisse réfléchir. À votre avis, comment on peut écrire ça sous la forme d'un produit? Il y a plein de façons de l'écrire sous la forme d'un produit, mais il y en a un qui est une bonne façon, qui permet d'avoir un produit de deux séries entières. C'est bien sûr de cette façon. E de x fois 1 sur 1 moins x. Le terme en rouge, voilà, c'est la somme des xn sur n factoriel, et le terme en bleu, c'est la somme de xn. Bon, j'ai pas mis les bornes, mais on va les mettre juste après. Et voici mes deux séries entières, je fais un produit de Cauchy, et puis c'est réglé. Donc on va... Ah oui, alors, juste un petit truc. Cette égalité en rouge est valable pour n'importe quel réel, alors que cette égalité en bleu est valable seulement sur l'intervalle moins 1, 1. Alors à votre avis, quel est l'intervalle qui va permettre d'écrire les deux égalités simultanément? L'intervalle moins 1, 1. Parce que si je prends un x dans moins 1, 1, je peux écrire l'égalité en bleu. Si je prends un x dans moins 1, 1, je peux écrire aussi l'égalité en rouge parce qu'elle est valable tout le temps. Donc c'est avec un x dans moins 1, 1 que je vais travailler. Donc je prends tout de suite soit x dans moins 1, 1. On a le développement en série entière de la fonction exponentielle. Là, on commence à bien le connaître. Et on rappelle celui de la fonction, celui de la série géométrique, encore une fois. Voilà. On va faire un produit de Cauchy des deux. On va dire par produit de Cauchy,
Eh bien, qu'est-ce que j'obtiens? Tout simplement, donc là, je vais montrer en fait au correcteur que j'ai repéré que ce quotient peut s'écrire comme un produit. Donc c'est e de x multiplié par 1 sur 1 moins x, ce qui fait la somme pour n égale 0 à plus l'infini. Alors, je fais le produit des deux séries entières. Je vais obtenir une série entière. Je note tout de suite son coefficient xn. Et je vais dire ce que c'est xn. Bah pour tout n, qu'est-ce que c'est Cn, pardon, j'ai dit xn, c'est Cn. Qu'est-ce que c'est Cn? Alors, je vous rappelle que c'est la somme des ak bn-k. Donc, ici, votre suite an, elle est définie par 1 sur n factoriel pour tout n. Ici, votre suite à n, elle est définie par 1 pour tout n. Alors, là, du coup, on va plutôt l'appeler bn. Donc, voici vos suites à n et bn. Eh bien, le Cn, d'après la formule, c'est la somme des ak bn-k. Donc, somme pour k égale 0 à n de ak bn-k, ce qui va donner, bon, je l'écris, hein, ak fois bn-k, c'est-à-dire, eh bien, ak c'est 1 sur k factoriel, et bn-k, bah, c'est 1. Et donc, donc ça fait... alors pardon, j'ai mis un plus l'infini. Hop, c'est un n. Donc ça fait la somme pour k égale 0 à n de 1 sur k factoriel. Et on peut pas plus le simplifier. Hein. Voici le coefficient. Donc c'est bien une série entière. On connaît bien son coefficient, la suite qui a devant le terme xn. Et c'est la suite cn qui est définie de cette façon-là. Donc maintenant on peut conclure. Ainsi, la fonction qui à x associe e de x sur 1 moins x est développable en série entière. Et pour tout x appartenant à moins 1, 1, ça c'est égal à la somme des pour n égale à 0 à plus l'infini. Je ne vais pas écrire deux sommes, je pourrais, hein, mais j'ai l'impression que ça va compliquer pour pas grand chose. Alors je l'écris comme une série entière, hein, c'est bien la somme des cn xn, et où pour tout n, la suite Cn est définie de cette façon-là, tout simplement. Somme des 1 sur k factoriel. Voilà. Donc ça, c'était pour les produits de Cauchy. Pour les produits de Cauchy, on fait comme ça. Maintenant, on va passer à quelque chose de plus difficile, mais très courant. C'est d'obtenir... de trouver en fait, de montrer qu'un problème de Cauchy possède une solution sous la forme d'une série entière. Voici votre équation différentielle et voici votre condition initiale. Je vous rappelle qu'un problème de Cauchy, c'est égal à quoi? C'est égal à une équation différentielle en rouge plus une condition initiale. Hein. C'est toujours ça, un problème de Cauchy, c'est équation différentielle plus condition initiale. Pourquoi on s'embête à chercher une solution sous la forme d'une série entière? Tout simplement parce que cette équation différentielle, c'est une équation différentielle linéaire d'ordre 2, jusque-là ça va. Le problème, c'est que les coefficients devant, x, donc ici c'est x, ici c'est 1, ici c'est x, ne sont pas constants. C'est des fonctions qui dépendent de x, c'est pas des fonctions constantes. Et dans le cours, on sait résoudre les équations différentielles linéaires d'ordre 2 lorsque les coefficients devant les dérivées successives sont constantes. Mais là, on n'a pas des constantes, on a vraiment des fonctions qui ne sont pas constantes, donc le cours ne permet pas de conclure et de trouver la solution. Donc là, en fait, on se propose de trouver les fonctions développables en série entière. C'est typiquement quelque chose qu'on fait par analyse-synthèse. Donc le raisonnement par analyse-synthèse, c'est le suivant. Là, il y a une partie analyse qui consiste à dire je vais prendre une série entière qui vérifie ça,
Et j'essaie de trouver cette série entière, j'essaie de trouver les coefficients à n. Ça, c'est pour l'analyse. Et pour la synthèse, ben, j'aurai les coefficients à n parce que je les aurais trouvés dans la partie analyse. Donc pour la synthèse, je dis posons à n égale... Je dis posons à n égale ça, et je vérifie bien que c'est une solution et que la fonction f est bien une fonction. C'est-à-dire, on va voir qu'il faut bien vérifier que le rayon de convergence est différent de 0. On va voir tout ça. Mais en attendant, c'est toujours un raisonnement par analyse-synthèse qu'il faut mener. Raisonnons par analyse. Raisonnons par analyse-synthèse. Premier point, analyse. Alors, qu'est-ce que je vais faire dans la partie analyse? Je vais prendre une série entière, soit somme des ANXN, une série entière de rayons de convergence R, strictement positive, et de somme f. Donc je vous rappelle, c'est la somme d'une série entière, c'est la fonction qu'on note en général f, qui à x associe, c'est la somme infinie en fait, somme des AN xn. C'est une fonction qui est évidemment définie sur l'intervalle -RR, puisque pour que la série converge, il faut que x appartienne à -RR, l'intervalle de convergence. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Je vais vouloir écrire ce que ça veut dire que cette fonction f satisfait l'équation différentielle. Donc, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer y par f, tout simplement. Et là, on se rend compte qu'il va falloir que je dérive 2 fois f. Donc je vais d'abord les dériver et ensuite je vais utiliser cette équation différentielle. Okay, alors, ce qui me permet de dériver une série entière, c'est le théorème de dérivation terme à terme. D'après le théorème de dérivation terme à terme, on n'oublie pas le pour tout x appartenant à -RR. Une variable qui n'est pas définie, c'est dangereux. On ne sait pas ce que ça veut dire. Je dérive une première fois, la somme commence à 1, et c'est simplement n à n xn-1. Je dérive une seconde fois, la fonction f est de classe C infinie sur -RR, j'ai bien le droit de le faire, c'est le théorème de dérivation terme à terme qui me permet de le faire. La somme commence à 2, et c'est nn-1 à n xn-2. Et maintenant, je vais pouvoir dire ce que ça veut dire que f est solution de E. Et je vais raisonner par équivalence. Alors, f est solution de E. Alors, je réfléchis un tout petit peu. Ensuite, on va calculer les valeurs en 0. D'autre part, ou 2 plus, peu importe. 2 plus f de 0, qu'est-ce que c'est? C'est simplement A0. Et f' de 0, c'est A1. Ainsi, on va pouvoir dire ce que ça veut dire que f est solution de E. Ainsi, ce que je veux faire, c'est trouver la fonction f. Et la fonction f, la seule chose comment je vais faire pour la trouver, je vais dire que f est solution de E. Donc le fait d'être solution de E, ça veut dire que j'ai deux égalités qui sont vérifiées. On va voir, moi ce que je veux, c'est trouver les coefficients à n, tout simplement. F est solution de E. Qu'est-ce que ça veut dire que f est solution de E? Au passage, l'intervalle -RR, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler grand I, parce que je vais l'utiliser à de nombreuses reprises. Donc ça veut dire quoi que f est solution? Ça veut dire que solution de E, ça veut dire que pour tout x, c'était xf de x plus f' plus xf seconde est égal à 0. Et c'est pas tout.
Ça veut dire aussi que f de 0 et f' de 0, on connaît ces valeurs. Hein. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, f de 0 est égal à 1. Et f' de 0 est égal à 0. Je continue mon raisonnement par équivalence. Alors, donc on va réécrire tout ça. Alors, premier point, pour tout x appartenant à i, maintenant on donne la forme de f. Hein. F, c'est une somme infinie. Ça fait quoi? Ça fait x somme des a n xn plus... Donc là, on est content d'avoir dérivé avant parce qu'on connaît leur forme, bon, même si on aurait pu le faire tout de suite. Hein. C'était pas quelque chose d'essentiel. C'est simplement pour faciliter un petit peu. Et là, n-1 à n xn-2. Voilà, est égal à 0. Premier point. Deuxième point. Cette condition-là, elle veut dire qu'en fait, A0 vaut 1. Bah oui, f de 0, c'était A0. On l'a vu ici. Hein. Et cette condition-là veut dire que A1 vaut 0. Bah oui, on l'a vu ici. Donc, étant donné que moi j'ai besoin de trouver les coefficients AN, la condition initiale me permet de trouver les deux premiers termes de la suite AN, ce qui est déjà bien, mais c'est pas suffisant. Et heureusement, la première équation va permettre de trouver. Donc là, je vais écrire A0 est égal à 1 et A1 est égal à 0. Voilà. Et maintenant, il va falloir se débrouiller pour simplifier cette somme. Alors, on est reparti. Je continue. Pour tout x appartenant à i, c'est un x, je vais le rentrer à l'intérieur. Et lui aussi, je vais le rentrer à l'intérieur. Ok? On rentre le x à l'intérieur de la somme. Donc, je vais obtenir somme pour n égale 0 à plus l'infini de an xn plus 1. Celle-là, elle ne change pas. N à n xn moins 1. Et celle-là, je rentre le x à l'intérieur, donc pas de souci particulier. Ça fait xn moins 1. Et ça fait 0. Hein. Et j'ai toujours mes conditions initiales, à savoir A0 est égal à 1 et A1 est égal à 0. Alors, il faut essayer de se débrouiller un petit peu avec ça. Donc notre but, ça va être de tout mettre sous une somme commune. Vous voyez, là j'ai 3 sommes, c'est compliqué. On a envie d'écrire une seule somme infinie. D'accord? Somme infinie de trucs. Voilà, c'est ce qu'on veut faire. Alors, comment faire? Il y a deux difficultés. Première difficulté, les puissances de x qui ne sont pas les mêmes parce que j'ai envie de remettre tout sous une même somme et en plus de factoriser par un x puissance quelque chose. Donc première difficulté. Deuxième difficulté, pour mettre tout sous une même somme, il faut évidemment que les indices aux bornes soient les mêmes. Alors le plus l'infini, il est commun aux trois sommes. Par contre, les sommes, il y en a une qui commence à 0, une qui commence à 1 et une autre qui commence à 2. Donc ça va pas trop. Ce qu'on va faire, moi ce que je vous conseille, c'est se poser la question, faut régler ce problème de puissance de x. Donc on va d'abord essayer d'avoir les trois sommes avec les mêmes puissances de x. Donc vous voyez en rouge ici, alors peut-être que je peux retirer. Maintenant on va d'abord s'intéresser aux puissances de x, c'est ce que je vous conseille de faire toujours en premier. À votre avis, quelle est la puissance de x qu'on va changer? Il y en a 3, il y en a une des 3 qu'on va modifier, c'est laquelle? C'est celle-là. C'est celle-là parce que les deux autres sont similaires. Donc cette première puissance de x, on va la modifier et on va la transformer en n-1. Comme ça, elle sera comme les autres. Et ensuite, on va gérer les coefficients aux bornes, c'est-à-dire les premiers termes. Donc, on va effectuer dans la première somme un changement de variable. Donc, je parle évidemment de cette somme-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un changement de variable. On va, à l'intérieur de la somme, descendre de 2 crans, ce qui va donner somme des an-2 xn-1
je descends de 2 crans l'indice à l'intérieur de la somme, et l'indice aux bornes, je l'augmente donc de 2 crans. Voilà. C'est ce que je vais faire. Alors, je vais tout réécrire. Hein. Enfin, je vais tout réécrire. Je vais plutôt faire un copier-coller. Hop. Voilà, donc on a dit, on augmente l'indice, on diminue l'indice de 2 crans à l'intérieur de la somme, et on l'augmente de 2 crans aux bornes. Ça va donner ça. Ok, voilà. Là, on est plutôt content, parce que les puissances de x sont les mêmes. Vous voyez, n-1, n-1. Il va se poser un problème maintenant sur les premiers termes. Voilà. Donc là, je vous pose la question. Regardez les premiers termes. Quelle est la somme où il y a un premier terme qui est différent? C'est celle du milieu, bien sûr. Celle du milieu, on va vouloir... en fait, ce qu'on aimerait bien, c'est avoir toutes les sommes qui commencent à 2. Mais la deuxième commence à 1. Eh bien, c'est pas grave. Dans la deuxième, on va retirer le premier terme. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Retirons le premier terme de la somme. Alors, peut-être que je peux recycler mon truc, là. Hop. Donc, je vais recopier celle-là, du copier-coller d'avant. Non, je vais tout réécrire plutôt, parce que là, ça va être un peu différent. Donc, ce que je vais faire, je vais... Dans cette somme-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui retirer son premier terme. Alors, quel est le premier terme? C'est le terme pour n égale 1, c'est-à-dire A1. On est d'accord. Si je remplace n par 1, ça fait 1 fois A1 fois 1. Donc c'est A1. Et puis après, j'ai une somme qui commence à 2. Ok? La somme, elle commence à 2 de n à n, xn-1. Mais le premier terme est nul. Le A1, il vaut 0. C'est écrit ici. Le A1 vaut 0. Donc on ne l'écrit pas. Et donc je peux commencer en fait ma somme à 2. Alors... ok, je vais directement copier-coller ça. Et je vais faire partir ma somme à 2. Voilà. Donc, je vais peut-être le mettre en rouge pour que vous voyez le changement. Voilà. Donc là, je suis très content. Mes 3 sommes ici commencent à 2, finissent à plus l'infini, et ont la même puissance de x. Donc je vais tout regrouper sous une même somme. Je sais, ça peut vous paraître long et compliqué, mais... faut bien comprendre tout ce que je fais parce que c'est quelque chose de très courant. Hein. Premièrement, pour tout x appartenant à i, je vais tout rassembler sous une même somme. Donc là, écrivez une grande somme. Somme pour n allant à 2 à plus l'infini. Grosse parenthèse. Donc on va commencer par an-2. Ok. C'est ce an-2 là. Ensuite... qu'est-ce que j'ai? J'ai n à n. C'est ce terme-là. Et puis j'ai nn-1 à n. Voici les 3 termes. Grosse parenthèse qui termine fois xn-1. Et tout ça, ça fait 0. Voilà, on va mettre un gros 0. Et j'ai toujours mes 2 conditions initiales, à savoir A0 qui vaut 1 et A1 qui vaut 0. Ok, donc là on a fait la partie la plus... Enfin non, c'est pas la partie la plus dure, mais on a fait beaucoup de travail. Comment conclure? Eh bien, on va utiliser ce qu'on avait vu dans la séance précédente, on va utiliser l'unicité du développement en série entière. Alors, peut-être, je fais un très bref rappel là-dessus, c'est quelque chose en fait que vous faites depuis le lycée, sauf que vous utilisez un nom différent. Quand vous étiez au lycée et que vous aviez par exemple, je sais pas moi, moins 2x carré plus 4x plus 16, si vous aviez ce genre d'égalité, vous auriez dit tout de suite par identification. Vous auriez fait quoi? Vous allez dire le A en fait c'est moins 2, le B c'est 4 et le C c'est 16. Et ça vous permet de trouver vos constantes ABC.
Il se trouve qu'en fait, c'est un cas particulier d'un résultat plus général qui est vrai sur les séries entières. Et sur les séries entières, c'est vrai, si deux séries entières sont égales, elles ont les mêmes coefficients. Okay, donc, à gauche, ici, ça c'est une série entière. Le coefficient à l'intérieur de la parenthèse est un peu compliqué, mais ça c'est bien une série entière. Et à droite, vous avez 0. Mais 0, c'est une série entière. 0, c'est bien une série entière. 0, c'est bien la somme, alors on va l'écrire avec les mêmes indices, pour n égale à 2 à plus l'infini, de 0 fois xn-1. Vous avez donc cette série entière-là, qui est égale à cette série entière-là, et d'après le cours, sur le théorème qui s'appelle unicité du développement en série entière, vous pouvez affirmer que le coefficient ici est égal au coefficient ici. C'est exactement ce qu'on va dire. Il faut mettre absolument cet argument de l'unicité du développement en série entière. Par unicité du développement en série entière, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'obtiens que, au final, f est solution de E. Alors, c'est vrai que j'ai pas précisé... j'ai pas précisé sur quel intervalle. Bon, c'est un petit détail, mais voilà. F est solution de E sur I. Si et seulement si. Donc je vous ai dit, les deux coefficients sont les mêmes, et ça, pour tout n supérieur ou égal à 2. Alors, laissons-nous de la place. Premier point, pour tout n supérieur ou égal à 2, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai le coefficient à gauche, donc an-2, n à n. Plus nn-1 à n, qui fait 0. Et j'ai toujours mes conditions initiales qu'on n'oublie pas, parce que c'est celles-ci qui vont me permettre de trouver ma suite à n. Je sais, c'est un petit peu long, c'est un peu compliqué, mais il faut absolument le refaire, c'est très important. Voici la relation. Alors, vous voyez ici, ou plutôt ici, si je développais ça, j'aurais n carré à n moins n à n, qui se simplifierait avec le terme qui apparaîtrait ici. Hein. Ça ferait n carré à n plus... moins n à n, qui se simplifie. Bref, je peux simplifier cette égalité. Et je vais obtenir, pour tout n supérieur ou égal à 2, je vais simplement obtenir an-2 plus n carré an est égal à 0. Et l'autre, c'est les coefficients. Toujours les coefficients. A0 est égal à 1, les coefficients constants. Enfin, les premiers termes. Voilà. À partir de là, on va s'attaquer à une partie un peu plus difficile, je pense qui est un petit peu plus dure pour vous. On est dans un tout autre problème. Maintenant, le but, c'est de déterminer la suite à n, avec ces seules données-là. Donc, vous devez trouver une suite telle que son A0 vaut 1, A1 vaut 0, et puis les autres termes, à partir de 2, les autres termes sont donnés par cette relation. Donc, vous voyez, par exemple, si vous voulez calculer A3, mais qu'est-ce que je vais faire? N égale 2, 0, 3. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cette relation et puis je vais prendre n égale 3. Okay, donc dans cette relation, si je prends n égale 3, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir A1 plus 9 A3 est égal à 0, ce qui veut dire que A3 serait égal à moins A1 sur 9. Ok, donc ça ferait 0 en fait, hein, parce que A1 vaut 0. On peut trouver A4, on remplace n par 4. Alors peut-être faisons-le. Donc vous voyez A3, là c'est un brouillon. Okay, c'est un simple brouillon. Alors A4, ça ferait quoi? Eh bien, on remplace n par 4, donc ça ferait moins A2 divisé par 16. Et A2, alors A2, en fait A2 on l'a pas calculé, hein, donc bon, en attendant, A3 on a vu que ça faisait 0,
Si on voulait calculer A2, on remplaçait n par 2. Et donc, A2, ça ferait moins A0 sur 4, c'est-à-dire moins un quart. Donc, A3 vaut 0 et A2 vaut moins un quart. Là, maintenant, il faut essayer de comprendre un petit peu cette relation, comment elle marche. Cette relation-là, c'est une relation qui relie les termes AN de 2 en 2. Là, il y a AN et là, il y a AN-2. Donc, à chaque fois, en fait, si vous prenez, par exemple, si vous prenez n égale 2, ici, je vais avoir A2, et ici, je vais avoir... Enfin, plutôt, si vous prenez A3, pardon. Si vous remplacez n par 3 ici. Ici, je vais avoir donc A1. Mais le A1 vaut 0. Donc le A3, en l'isolant, ça fera 0 comme on a pu trouver ici. D'accord ? Maintenant, si je prenais A5. Ici, je prends A5, n égale 5, ça fait A5. Et ici, si je prends n égale 5, ça fait A3. Mais A3, on a vu que ça fait 0. Donc on se rend compte que tous les termes impairs vont être nuls. C'est quelque chose qu'on montre assez facilement par récurrence. On montre... Alors, à part si c'est demandé en concours, je pense que vous pouvez le dire comme ça. On montre par récurrence que... Alors, on a dit les termes impairs sont nuls. Les termes impairs, c'est les A de P plus 1. Il faut faire un petit peu attention sur le P. Le P, c'est pour tout P. Hein. Pour tout P, A de P plus 1 fait 0. C'est vraiment pas compliqué à démontrer par récurrence. Peut-être je peux vous le faire très rapidement. Regardez pour P égale 0. Donc là, l'initialisation. Pour P égale 0, ça ferait A1. Est-ce que A1 vaut 0 ? Oui, c'était l'hypothèse tout à l'heure. Et je sais pas moi, on va supposer, je le fais très rapidement, hein, mais supposons que A de P plus 1 fasse 0. Et quel est votre but ? Votre but, c'est de montrer que A indice 2 P plus 1 est égal à 0. C'est-à-dire que vous voulez démontrer que A de P plus 3 est nul. C'est votre but. Alors évidemment, vous allez appliquer l'égalité qu'on avait vue avant. On peut l'appeler étoile. Donc d'après, j'écris un peu vite, mais c'est un brouillon. Hein. C'est juste pour vous donner l'idée. D'après étoile appliquée, on va l'appliquer avec n égale 2p plus 3. Qu'est-ce que ça va nous faire ? Eh bien, ça va faire A 2p plus 1. Donc, je l'applique avec 2p plus 3. Hein, plus 2p plus 3 carré, multiplié par A 2p plus 3 est égal à 0. Et voilà, c'est réglé. Parce que ce terme-là, lui, il vaut 0. C'est mon hypothèse. J'ai dit, supposons A 2p plus 1 égale à 0. Donc lui, il vaut 0. Donc si vous isolez A 2p plus 3 dans cette égalité-là, si vous isolez A 2p plus 3, vous allez vous rendre compte qu'A 2p plus 3 fait 0. Donc ça se démontre facilement par récurrence, c'est pas beaucoup de difficultés. Faut juste savoir quoi montrer par récurrence. Mais là, en l'occurrence, c'est très simple. Donc la difficulté, c'est de savoir ce qui se passe pour les termes impairs. Donc déterminons, c'est bien de connaître les termes impairs, mais il faut aussi connaître les termes pairs. A de P pour tout P appartenant à grand N. Alors, comment on va faire ? Je vais prendre l'égalité étoile et je vais remplacer le N par 2P. Non, déjà, fixons P, soit P appartenant à N. D'après étoile appliquée à n égale 2p, on a... Alors qu'est-ce que ça va faire ? Donc je vais isoler A de P et vous allez vous rendre compte que A de P, ça fait moins... Alors,
A de P moins 2 divisé par 2P carré, c'est-à-dire 4P carré. Et on peut réutiliser l'égalité étoile. Si je la réutilise avec A de P moins 2, qu'est-ce que je vais avoir? Eh ben, je vais avoir moins 1 sur 4P carré, donc lui je le laisse, hein, c'était mon coefficient d'avant, moins 1 sur 4P carré, et vous allez vous rendre compte que vous allez encore avoir un moins 1 sur, eh bien là en l'occurrence ça ferait 4P moins 1 carré, et là on retomberait à A2P moins 4, ok? Et on réutilise l'égalité étoile encore et encore, jusqu'à ce que ce terme-là descende jusqu'à A0, qui fasse 1, et donc on va obtenir... Donc là, on essaie de deviner un petit peu ce qui va se passer. Là, j'ai moins 1 fois moins 1. À chaque fois, je vais avoir moins 1 fois moins 1 fois moins 1 au numérateur. Donc on a l'impression qu'on va avoir moins 1 puissance n. Et puis, les termes au numérateur, c'est quoi? C'est 4. Il y a des 4 à chaque fois. Donc je vais avoir a priori 4 puissance p. Et p, p-1, p-2, etc. Donc p factoriel. Donc à ce stade-là, on a l'impression que A2P, on a l'impression de connaître son expression. Et là, on va le démontrer proprement par récurrence. Montrons par récurrence que pour tout P appartenant à grand N, A2P, c'est moins 1 puissance P divisé par 4 puissance P, P factoriel au carré, fois A0 qui était égal à 1. Alors, faisons ça par récurrence. Initialisation. Alors, initialisation, A0, on sait que ça fait 1. Et d'un autre côté, moins 1 puissance 0 sur 4 puissance 0 fois 0 factoriel au carré est égal à 1. Donc, donc c'est OK. Hein. Ce terme-là, c'est bien, l'égalité est bien vraie lorsque P égale 0. C'est ce que je viens de démontrer. Donc là, c'était assez simple. Hein. Faisons l'hérédité. Donc là, on va prendre un P. On l'a déjà fait pour P égale 0, donc on va en prendre P plus grand que 1. Soit P tel que on est ça. On va prendre un P tel que on est ça. Ça, c'est ce que je suppose. Et ce que je veux démontrer, c'est la même chose, mais en remplaçant P par P plus 1. Donc écrivez-le clairement. Écrivez clairement ce que vous supposez, ce que vous voulez démontrer. Montrons que A de P plus... Donc je remplace... Ne faites pas l'erreur. Hein. Ici, je remplace le P par P plus 1, mais il faut mettre des parenthèses. Donc si je développe, ça fait A de P plus 2. D'accord? Ne mettez pas A de P plus 1, c'est A de P plus 2. A de P plus 2 est égal à moins 1 puissance P plus 1 sur 4 puissance P plus 1 P plus 1 factoriel au carré. Alors, c'est un peu comme tout à l'heure. On va réutiliser l'égalité étoile et on va l'utiliser avec n égale 2P plus 2. Alors, d'après étoile, avec n égale 2P plus 2. Donc là, j'écris tout. Hein. Donc c'est an-2 plus n carré à n. Ça fait quoi? Ça fait an-2, donc ça fait a de p, plus n à n, c'était ça? N carré à n. Donc plus 2p moins 2 carré a de p, 2p plus 2 carré a de p plus 2 est égal à 0. Ne perdez pas de vue ce que vous voulez démontrer. Ce que vous voulez démontrer, c'est que A de P plus 2 vaut une certaine valeur. Alors, isolez-le dans l'égalité précédente. Ça va faire A de P plus 2 est égal à moins A de P divisé par 2P plus 2 carré. J'utilise mon hypothèse de récurrence.
hypothèse de récurrence. Donc j'ai moins 1, alors écrivons tout. Moins 1, là je vais faire une petite manip, c'est ce coefficient rouge que j'essaie d'écrire différemment. Là ce que je m'apprête à écrire c'est ça. Enfin ce que je suis en train d'écrire c'est ça. Alors le 2p plus 2 carré, je factorise par 2 dans la parenthèse, je le sors et ça fait donc 4 fois p plus 1 au carré. Et j'utilise l'hypothèse de récurrence. Alors, j'utilise l'hypothèse de récurrence avec ce terme-là, hein, à savoir que ça fait moins 1 puissance p puissance p, p factoriel au carré. Je le mets bien en vert pour vous montrer que l'hypothèse de récurrence, je l'ai bien fait avec a de p et qui est égal à ce terme-là. Bon, bah maintenant tout est fait. Regardez, le moins 1, on va le mettre avec lui, le 4, on va le mettre avec lui, et le p plus 1 carré, on va le mettre avec lui. Ça va donner exactement ce qu'on veut. Et c'est réglé. Donc les moins 1, je les mets ensemble. Ensuite, les 4 aussi, ça fait... J'en ai donc p plus 1. Et après, bah, je peux mettre le p plus 1 à l'intérieur du carré, et regrouper le p factoriel et p plus 1. Et voilà, on a obtenu le montrons que, il est bien vérifié. Voilà, on a bien obtenu ce qu'on voulait. Donc voici, on a trouvé les coefficients à n. Maintenant, on peut conclure ainsi. Bon, je détaille beaucoup, hein, c'est pour ça que la vidéo est longue et tout. Après, n'hésitez pas à avancer s'il y a des étapes qui semblent très claires pour vous. Alors, f de x, qu'est-ce que c'était à la base? C'était la somme des a(n) xn. Mais quand on a une somme et qu'on a des informations sur les termes pairs et impairs, toujours séparer en deux. Mettez les termes pairs d'un côté et mettez les termes impairs de l'autre. Voilà qui est fait, sauf que nous on sait que c'est les termes impairs qui sont nuls. Hein. Donc ça fait 0. Les A 2P plus 1 sont tous nuls. Et A 2P, bah, on sait ce que ça fait. A 2P. Donc, a priori, si ma fonction f est solution de l'équation différentielle, eh bien, elle est forcément de cette forme-là, à savoir somme pour p égale 0 a plus l'infini de moins 1 puissance p, c'était 4 puissance p, p factoriel au carré, x puissance 2p. Voilà. On a fini l'analyse, mais ne vous inquiétez pas, l'analyse c'est le plus important, enfin c'est le plus long et compliqué, c'est de trouver la fonction. A priori, c'est cette fonction qui est solution de l'équation différentielle. Mais bon, il faut faire la synthèse. La synthèse, ça consiste à reprendre la solution qu'on avait et vérifier qu'elle est bien solution du problème posé. Donc là, il faut vérifier que... on vérifie que la fonction f qui a x associe... Alors là, j'ai un peu la flemme. Donc, copier. On vérifie que cette fonction-là est plusieurs choses à vérifier. Premièrement, solution sur... alors, attendez. Alors... Ouais. Bon, là, le problème, c'est... Non, il faut d'abord vérifier que cette somme infinie a un sens. C'est la première chose à vérifier. Excusez-moi. On vérifie que le rayon de convergence bah oui, parce qu'on n'écrit pas une somme infinie quand alors qu'on n'a pas démontré que ça convergeait. Que le rayon de convergence de la série entière, donc c'est somme moins 1 puissance p, x puissance 2p, 4p, p factoriel au carré.
de cette série entière-là est non nul, sinon la somme f n'est pas une fonction. Si le rayon de convergence était 0, on n'a pas à faire une vraie fonction, en fait. Et non nul, c'est très simple, vous faites le critère de D'Alembert et ça marche très très bien. Et non nul, est égal à plus l'infini. En fait, vous montrez qu'il est égal à plus l'infini. Voilà. Conclusion. Le problème de Cauchy. Le problème de Cauchy, c'était... on a démontré quoi ? Qu'il possédait une unique solution. Possède une unique solution. Bon, ça on le savait déjà, un problème de Cauchy possède une unique solution. Sous la forme d'une série entière, c'était la nouveauté. Sous la forme d'une série entière qui est la fonction définie sur R qu'on va appeler f, c'est la fonction qui a x associe la somme pour p égale 0 à plus l'infini de moins 1 puissance p 4 puissance p fois p factoriel au carré x puissance 2p. Voilà. Voici la conclusion. Bon, là, c'était long parce que j'ai posé la question comme ça, en fait. Je vous ai pas donné de question intermédiaire. Normalement, là, je pense pas que vous aurez ça au concours. Au concours, vous aurez quand même des questions un peu plus détaillées ou une équation différentielle plus simple. Donc là, évidemment, il y avait beaucoup d'étapes à faire seul, mais tout ça, c'est clairement au programme et ça utilise des compétences au programme et attendues. On attend de vous que vous sachiez faire ça. Je dis juste un mot sur la fin du cours et puis on finira du coup le cours sur le chapitre 11. Juste pour vous dire un mot que, en fin de compte, on a également une formule pour les séries géométriques avec un nombre complexe ici. Cette somme des Zn, c'est bien une série entière. Elle a un rayon de convergence 1. Il suffit de faire D'Alembert et la formule ici est encore vérifiée. Aussi, autre chose, on peut définir l'exponentielle d'un nombre complexe. L'exponentielle d'un nombre complexe, si vous posez z égale x plus y, qu'est-ce que ça va être ? On va le définir de cette façon-là. Voici la façon dont on définit l'exponentielle de z, et il se trouve que l'exponentielle de z, c'est une fonction... il se trouve qu'on a cette égalité. E exponentielle de z, c'est la somme des zn sur n factoriel. Exactement comme on a l'habitude de faire avec les nombres réels. Et je peux vous laisser en exercice, mais voilà. Si vous voulez, vous pouvez montrer que pour tout zw, pour tout non complexe zw, exponentielle de z plus w, c'est... alors, je vais plutôt l'écrire dans ce sens-là. Exponentielle de z fois exponentielle de w, c'est bien exponentielle de z plus w. Petite indication, lui, vous l'écrivez sous la forme d'une série entière, somme des zn sur n factoriel. Lui aussi, somme des wn sur n factoriel, avec pour n égale 0 à plus l'infini, et vous faites un produit de Cauchy. Faites le produit de Cauchy, et vous voulez démontrer que c'est bien égal à la somme des z plus w puissance n. Mais cette égalité, vous allez la démontrer grâce au produit de Cauchy de la série entière verte par la série entière rouge. Voilà. Donc peut-être qu'on va le laisser. Voilà. Hop. Et ça conclut la séance pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.